Je m'appelle Tom de Dorledo, je suis pilote de parapente professionnel et je voyage autour du monde à la recherche des plus beaux endroits pour voler. J'en profite pour aller un peu à la découverte des cultures, de nouveaux endroits. Et puis là maintenant, depuis 2 ans, je voyage sur un voilier de 12 mètres. Et en fait, évidemment, en voyageant beaucoup, en ayant traversé un petit peu le monde de droite à gauche, je me rends compte qu'il y a quand même des vrais enjeux environnementaux aussi. Et j'ai de plus en plus envie d'en parler. Donc à travers notre projet, maintenant, on va essayer de parler de ça aussi. On invite un petit peu comme élémentaire d'ailleurs, on invite des sportifs de haut niveau à bord qui viennent pratiquer leur sport et utiliser le camp de base Search comme un moyen de transport. Et puis parler eux aussi à leur communauté des problématiques vraiment plutôt environnementales. Mais au-delà de ça, voilà, nous, notre projet, c'est ça, c'est de voyager, d'essayer de faire de l'image, de faire rêver les gens, de leur montrer à quel point la planète est belle et à quel point c'est probablement important d'essayer de la préserver, quoi. Quelle place tu vois pour le parapente et le bateau à voile dans les années à venir? Je pense déjà, moi je vais d'abord remonter un peu le temps. Moi, je me suis penché sur le parapente parce que justement c'est un sport propre et qui me parlait parce que on utilise le vent, les ascendances thermiques et finalement avec un petit bout de tissu on décolle, on vole, on parcourt des grandes distances sans motorisation. Je trouvais ça super intéressant et je ne me rendais pas compte du potentiel à l'époque du parapente. Au début on faisait des vols de 10, 15, 20 km. Maintenant le record du monde est à 500 km sur une journée juste en étant porté par le vent. Donc ça déjà je trouve ça assez dingue. Et en fait le voilier m'a fait découvrir la même chose mais sur l'eau. Quand j'arrivais au pied d'une montagne et que j'avais plus de dénivelé, j'étais un peu limité, je ne pouvais plus trop me déplacer. Et le bateau, lui, il se déplace sur l'eau. Et je trouve ça assez fantastique de se dire qu'une fois que tu es sur un voilier, tu peux aller presque partout dans le monde. Les océans et les mers connectent pratiquement tous les morceaux de terre de la planète. Donc en théorie, tu peux vraiment aller partout avec un bateau. Et puis nous, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'arriver à la voile quelque part. Et puis de sortir un parapente, de grimper une montagne, de décoller, d'essayer de faire un vol qui n'a peut-être jamais été fait. Et maintenant, on travaille aussi sur un prototype de paramoteur électrique qui existe déjà. Mais on essaie de l'améliorer, essaie de réfléchir à tout ça et de le recharger avec notre hydrogénérateur quand on est en navigation. Donc l'idée, ce serait de naviguer à la voile, recharger les batteries du paramoteur électrique, arriver quelque part, voler, faire des images, réatterrir, rebrancher le truc, continuer à naviguer. Et du coup, sortir un petit peu l'énergie fossile de l'équation, même si on sait que tout ça demande des ressources et que c'est une petite partie de la solution. Mais en tout cas, c'est intéressant d'y réfléchir. Est-ce que tu penses que c'est un modèle de déplacement qui peut être élargi pour un plus grand nombre de personnes? Je pense que, avant tout, ça dépend de ce qu'on voit derrière déplacement, quoi. Si c'est du déplacement... moi, j'irais plus jusqu'à dire qu'il est temps maintenant de réapprendre à voyager différemment. Et donc, en effet, le bateau est un moyen de déplacement pour voyager ou pour partir à la découverte des choses qui est exceptionnel et qui permet de quand même être nettement plus propre. Tu fais bouger une équipe de 12 personnes jusqu'ici en voilier, c'est quand même nettement plus propre que d'envoyer 12 personnes en avion aller-retour. Donc je pense que oui, c'est un moyen de se déplacer qui est magnifique, mais surtout, moi personnellement, j'ai voyagé dans plus de 65 pays dans le monde et j'ai rarement voyagé proprement. J'ai très souvent pris des avions, voyagé en 4x4. Et en fait, avec le voilier, je réapprends à voyager avec des vitesses, des vitesses de voyage, quoi. Des vitesses qui te font découvrir les choses, les odeurs changent, tous les 15 000, les paysages changent. Et en fait, c'est génial de renouer avec les vraies distances. Les gens se rendent plus compte, on prend un avion, on va en Nouvelle-Zélande en 1 journée et demie. S'il faut le faire à la voile, ça prend 1 an et demi. Mais c'est ça la réalité. Moi, je trouve que c'est tellement plus magique de voyager comme ça, lentement. Et c'est la même chose en vol bivouac. Quand on traverse une chaîne de montagne à pied ou en parapente, les journées où on vole, on va être un peu rapide, on va faire 100, 150 km. Les journées où on marche, on est très lent. Mais c'est vraiment des bonnes vitesses pour aller à la découverte du monde, je trouve. Plus que d'être assis dans une bagnole ou dans un train à 450 km/h et de voir les paysages défiler. Mais là, je parle du voyage et je parle de ma passion qui est de partir à la découverte du monde. Après, je ne sais pas si
si c'est tenable économiquement, si c'est... Je crois que c'est compliqué. Je crois surtout ce qui est intéressant, c'est maintenant de faire évoluer les mentalités pour que les gens réapprennent aussi à voyager près de chez eux, à consommer près de chez eux. La France, typiquement, est un pays qui a tout. Tu vas à la mer, à la montagne, en forêt. Et même moi, je me suis rendu compte en revenant en Belgique après par exemple, quand on a fait la traversée de l'Afrique, je suis revenu en Belgique et un ami m'a invité dans une jolie ville belge que je ne connaissais pas, à Gand. Je me suis dit, mais en fait, je ne connais pas mon pays, quoi, qui est un tout petit pays. Et il y a énormément de choses à découvrir. Donc je pense qu'on doit maintenant un petit peu réfléchir à ce qu'on fait quand même quand on pense à se déplacer. Il faut même peser un peu les pour et les contre. Et en fait, il y a beaucoup d'aspects très positifs à se déplacer près de chez soi. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de discuter avec un astronaute? J'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-Jacques dans la voiture, mais rapidement. Et c'est vrai que c'est toujours un monde qui m'a évidemment passionné ou en tout cas intrigué, quoi. Parce que chaque fois qu'on est en nave de nuit, et je pense que tous les marins connaissent ça, il y a toujours un moment où on lève les yeux vers le ciel et on se dit mais bon, c'est quoi cette histoire, quoi? Quel est le sens de tout ça, comment c'est fabriqué, comment ça s'est passé, Là j'ai un petit bouquin avec les constellations et donc j'essaye de retrouver des étoiles, des constellations et des trucs. Et je trouve ça passionnant parce que un petit peu comme la mer ou comme la haute montagne, mais à un niveau encore nettement supérieur, je pense que l'espace nous dépasse complètement. Et on a cette sensation en mer, je trouve qu'on est vite ramené à ce qu'on est, c'est-à-dire un petit humain sur une coque de noix, au milieu d'une mer qui peut être déchaînée, qui nous tolère sur son dos, mais qui peut aussi nous balayer d'une vague. Et la montagne, c'est la même chose. Quand je fais de la haute montagne, de l'alpinisme, une avalanche, une chute de pierre, des mauvaises conditions qui changent et on se sent vraiment très très petit. Donc c'est vraiment une leçon d'humilité exceptionnelle. Et j'ose même pas imaginer la sensation que ça doit être d'être dans une capsule à quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre et de regarder la planète de loin. Ça doit être juste phénoménal. Je pense que c'est le plus beau voyage qui peut être fait, quoi, évidemment, mais pas accessible pour tout le monde. C'est top. C'est le rêve de ma femme. Ouais. L'autre jour, je lui ai dit, ouais, ok, je t'emmènerai dans l'espace. Ça va être difficile, mais on va essayer. Quelles sont selon toi les zones à explorer pour l'être humain dans les années à venir ou même à plus long terme? C'est très difficile parce que l'époque des grands explorateurs sur Terre, elle est un peu terminée, j'ai l'impression. Enfin, tu t'assieds dans ton canapé devant ton ordinateur, tu allumes Google Earth et tu peux... presque tout, le moins de centimètres carrés a été exploré, analysé, relevé, etc. Mais quand même, néanmoins, je pense qu'on est dans un monde où on connaît très très bien les sentiers battus et on sort assez rarement des grandes lignes. C'est pour ça que j'ai jamais acheté un guide du routard ou un Lonely Planet, parce qu'en fait, tu finis par te retrouver au milieu de tous les gars qui ont le même bouquin. Et donc il y a encore énormément de choses à voir, et des belles choses à voir et des belles choses à préserver. Mais je trouve que ouais, c'est ce que dit Elon Musk aussi sur l'espace. Il dit que maintenant c'est la prochaine étape, quoi, c'est l'exploration spatiale. Je crois que le voyage, il se fait plus seulement sur la Terre, quoi, il se fait intérieurement. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de partir avec mon voilier ou de partir avec mon parapente en solitaire et d'aller pousser la réflexion tout seul en haute montagne et de voir comment j'interagis avec les membres de mon équipe ou comment une expédition se met en place, comment on est liés l'un à l'autre avec des partenaires d'expé où j'ai besoin il faut que je prenne soin du gars avec qui je suis en voyage et lui aussi, parce que sinon on ne survit pas. Et donc je trouve qu'il y a cette dimension-là qui est en fait tellement plus intéressante que juste faire du sightseeing et d'aller voir une belle pyramide ou un beau monument. Je pense que le voyage, pour moi, maintenant, c'est plutôt ça, quoi. Et je trouve que c'est justement là que le projet élémentaire m'a touché, c'est que, ok, on fait des traits sur des cartes et on adore tous faire des traits sur des cartes et tirer des belles lignes. Et en fait, ce qu'on veut surtout faire, c'est pousser la réflexion. Échanger, grandir, faire évoluer les choses. Et c'est là que je trouve que ça a de l'intérêt, quoi. Quand ça marche et que la magie opère, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Question un peu provoque, quelle différence tu fais entre un touriste qui prend un selfie devant un monument historique ou devant nos modes d'exploration à nous, où on utilise les mêmes outils?
Ouais, je pense que c'est presque un autre débat, quoi. Le débat des réseaux sociaux et le débat, mais c'est un vrai débat. Moi, d'un côté, après, je donne des conférences parfois et j'entends souvent des gens me dire, ouais, ça fait rêver cet expé ou c'est ma bouffée d'oxygène. Et donc c'est vrai que quelque part, ceux qui ont la chance de faire ces grands voyages et tout ça et la chance de pouvoir le partager apportent quand même quelque chose parfois. Et surtout ceux aussi qui repoussent leurs limites personnelles, qui essayent de porter leur... C'était Mike Horn qui disait, moi s'il y a un mec qui lit mon bouquin, si je peux aider un gars qui a lu mon bouquin à porter son fardeau journalier, comme moi je tire mon traîneau sur la neige, ben j'ai réussi, quoi. Et je trouve ça c'est intéressant. Si tu peux inspirer les gens à travers un message positif, à travers ou de la conscientisation, je trouve ça intéressant. Mais de plus en plus, on tombe dans du voyeurisme, dans du sensationnalisme, voilà ce qui a été fait, et ça n'a pas énormément d'intérêt en fait. Donc je crois qu'il faut, il faut y réfléchir, il faut essayer de faire évoluer le truc dans le bon sens, il faut essayer de faire passer des vrais messages, arriver avec du contenu qui a de l'intérêt, quoi. Mais il y a une vraie tendance. L'autre jour, j'étais frappé, j'étais chez Peter, qui est un bar assez connu de Fayal et de tous les marins dans le monde, à Horta. Et il y avait une quinzaine de tables, et à chaque table, il y avait une personne qui était sur son téléphone, qui participait pas à la conversation, qui était complètement ailleurs. Et je me suis dit, c'est tellement triste, quoi, de voir ce qui est en train de se passer aussi. C'est les gens, sous prétexte d'être connectés, se déconnectent complètement, quoi. Donc je crois qu'on doit tous maintenant un peu prendre la distance. Moi, c'est pour ça que j'aime la mer aussi et la haute montagne, parce qu'il n'y a pas de réseau. Et donc quand tu pars en mer, après 2 jours, tous les téléphones s'éteignent. Je le vois même dans mes équipes. Je voyage avec des équipes de 6 ou 7 gars qui sont des mecs très connectés parce qu'ils bossent en ligne et tout. Quand il n'y a plus de réseau, on recommence à jouer aux cartes, les discussions sont lancées, on a des vrais débats. Et puis quand on n'arrive pas loin de la Terre et qu'on entend le premier message sur un téléphone, on entend bim bim. Tout le monde fonce dans sa cabine, chercher son téléphone, donner les signes. Et c'est assez symptomatique de notre société actuelle, je pense. Et c'est un petit peu inquiétant quand même. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que tu penses que dès qu'il y a cette alerte, on est... Je pense que c'est presque une dépendance, hein. On a créé des dépendances, des manières d'exister. Je sais pas, ça c'est... Moi personnellement, je sais qu'à un moment j'avais presque créé une dépendance, quoi. J'ai pris l'habitude de prendre mon téléphone partout. Si je ne l'ai pas dans ma poche, je sens qu'il me manque un truc. Donc maintenant, j'essaie de le déconnecter le plus possible. Par exemple, j'ai dit à mes partenaires que j'étais pas joignable entre 8h et midi parce que je m'entraîne ou parce que je vole ou parce que... Et après 5 fois, ils n'appellent plus avant midi, quoi. En fait, c'est une question de mettre les limites là où on veut les mettre. Mon père, il n'a jamais accepté d'avoir un smartphone ni un ordinateur, il n'a pas de boîte email et il s'en porte pas moins bien, hein. Mais parfois il va à la banque et on lui dit quoi, vous n'avez pas d'email? Ça c'est pas possible. Bah si, désolé, il faudra se débrouiller, quoi. Donc c'est un choix, je crois, qu'on peut faire, quoi. Et pourquoi on en arrive là? Je pense qu'on est tous un peu perdus, on a besoin de s'échapper, on a besoin de voir d'autres choses, on vit par procuration, je sais pas. C'est très intéressant que tu parles de limites et que le prochain terrain d'exploration pour toi serait les étoiles. Quelles seraient du coup les limites qu'il faudrait se fixer, peut-être pour y parvenir ou pas d'ailleurs? Non, moi j'aimais avoir des rêves un peu inatteignables comme ça, et ça c'est vraiment un rêve inatteignable. Objectivement, on entend parler de vol touristique dans l'espace, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens d'aller payer des fortunes pour cramer du gasoil et juste monter là-haut. Ça a de l'intérêt quand on fait de la recherche scientifique ou qu'il y a un objectif de fond, mais juste pour aller voir, alors non, je le ferai probablement pas. Mais par contre, à l'heure actuelle où on est en train de se rendre compte que la biodiversité s'écroule, que le changement climatique est quand même de plus en plus... il y a des changements radicaux qui s'opèrent pour le moment. On peut espérer croire que la solution se trouve là-haut, quoi. C'est Elon Musk qui dit que la seule solution qui lui donne espoir, c'est de peut-être aller coloniser Mars. Pourquoi pas, quoi. C'est intéressant aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la science nous en dit beaucoup, et je pense que la science, vu du ciel, on a une image quand même assez globale de ce qui se passe, et vu de l'espace encore plus. Donc, il y a certainement, on doit aller creuser de ce côté-là aussi, quoi.
Et je pense d'ailleurs les premiers à nous avoir un petit peu alertés sur les gros changements climatiques et tout ça, c'était les grands climatologues, les cosmonautes, les spationautes. Parce que, voilà. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant, encore une fois, avec un téléphone en main, tu ouvres Windy, tu vois comment se déplacent les fronts, tu peux même avoir accès au radar, tu vois comment bougent les nuages, comment arrivent les cyclones, et puis comment les moyennes augmentent, la température augmente, le climat se dérègle, les incendies qui ont eu lieu cet été sont vraiment très très inquiétants, quoi. Mais encore une fois, depuis l'espace, on peut quantifier, on peut mesurer, on peut comprendre, on peut essayer de maîtriser la machine, quoi. Donc je trouve qu'il y a énormément de choses à analyser de ce côté-là, quoi. Je vais rebondir vite fait, mais Vas-y, rebondis. sur le fait que tu dis que peut-être que la solution c'est de imaginer une vie sur Mars ou ce genre de choses-là, mais tu réponds quoi à ceux qui disent ouais, du coup on a pourri la Terre, maintenant on va aller pourrir l'espace entre guillemets et produire la même chose. Non, mais objectivement, je pense que l'homme a besoin d'espoir pour pouvoir continuer à tourner, ou en tout cas à dormir plus ou moins tranquillement. Mais maintenant, toute la communauté scientifique nous le dit, on va droit dans le mur. Moi, je suis partagé entre le côté fataliste et le côté catastrophiste, on en parlait, et aussi le côté optimiste. C'est non mais allez, on va trouver des solutions, en tout cas on va les chercher. J'ai l'impression qu'on est même presque obligé de le faire, parce que c'est trop dommage. Mais donc on est obligé de réfléchir à ce genre d'options, quoi. On est obligé de se dire peut-être que sur Mars, peut-être qu'ailleurs, si on veut que la vie humaine perdure. Après, on peut aussi se dire que ça n'a pas tellement d'importance et puis qu'on verra jusqu'où ça va. Mais je crois que ce qui est triste, en fait, c'est que l'homme est plein de contradictions. Moi, je suis plein de contradictions, on est tous plein de contradictions. Je suis pas, tu vois, je prends un avion de temps en temps, je mange de la viande de temps en temps. Et donc on doit vivre avec ces contradictions-là. Mais on a quand même vraiment l'obligation d'être constamment en train d'essayer de s'améliorer. Et la question se pose encore plus quand on fait des enfants. Moi, j'ai un petit garçon qui est né il y a 8 mois. Et ça m'inquiète énormément pour lui, quoi, parce que quand j'étais gamin, on commençait à gratter la surface. On a parlé de l'effet de serre quand j'avais 10-12 ans. C'est la première fois qu'on a commencé à en parler dans les médias. Mais on n'était pas trop inquiet, quoi. On n'avait pas l'impression que... Maintenant, la question se pose vraiment. Et il y a vraiment un doute qui est en train de s'initier pour le moment. On se demande vraiment dans quel monde nos enfants vont grandir. Et je trouve que ça fait quand même très peur. Est-ce qu'on peut se préparer à ça? Est-ce qu'on ne peut pas se préparer à ça? Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on va, et comme beaucoup de gens, je pense qu'on va vivre un moment de crise assez intense et on se demande un petit peu comment ça va se passer, quoi. Et ça ne va pas être facile. Et si nous, on passe un petit peu entre les mailles du filet, parce que voilà, dans 25 ans ou dans 30 ans, on ne sera peut-être plus là, mais nos enfants, eux, ils seront là, quoi. Donc on est obligé de chercher à trouver des solutions, on est obligé d'essayer de les éduquer, ça passera par l'éducation. On est obligé aussi de continuer à faire des enfants. Alors, beaucoup de gens me disent « mais pourquoi tu fais un gosse ?» Moi, la réflexion, je suis passé par cette réflexion-là, je me suis vraiment dit à un moment, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Parce qu'on sait l'impact sur la planète qu'a un gosse. Moi, je le vois, hein, je le change de pampers 3 fois par jour, je vois qu'un pampers, il va droit à la poubelle, c'est du plastique, c'est pas top. Mais je pense aussi qu'on va avoir besoin d'enfants qui ont été conscientisés, qui ont été éduqués, qui vont être des chercheurs de solutions. On va avoir besoin de ces gars-là. Si les gens qui sont au courant de la problématique décident de ne plus faire de gosses, bah alors on est mal, quoi. Il n'y a plus personne qui cherche des solutions. Bon, c'est un petit peu... c'est un discours un peu simpliste, mais néanmoins, je pense que c'est important. Et Jack, nous, c'est comme ça il est tout petit, il ne comprend pas encore grand-chose. Mais là, ça fait 7 mois qu'il vit sur l'eau. Tous les jours, il est au contact de la nature. Il voit les dauphins, il voit les baleines, il respire de l'air frais. Il ne grandit pas dans le béton. Et je pense qu'il va avoir envie de protéger ça, quoi, plus tard. En tout cas, j'espère. Et j'espère qu'il se battra pour ça aussi.
C'est un thème qui revient souvent, ça. On ne protège bien que ce qu'on aime. Et avec les êtres humains qui vivent de plus en plus dans les villes et de moins en moins au contact de la nature, comment tu analyses ça? Est-ce que c'est pas un risque? Ouais, c'est cette idée en fait d'utiliser des ambassadeurs sportifs pour parler parfois ponctuellement de problèmes environnementaux, c'était ça en fait aussi. C'est de se dire, un gars qui est suivi par une communauté, on va dire un surfeur très connu, si demain ce surfeur dit les gars arrêtez de balancer vos mégots sur la plage, tu peux être sûr que 5, 6 000, 7 000, 8 000 surfeurs vont écouter et entendre le message. Parce que c'est leur monde, c'est leur plage, et comme tu le dis très bien, un gars qui va skier tous les jours en haute montagne, il lancera jamais un papier dans la nature, tu vois. Ou sur sa sortie montagne, il va pas laisser un papier dans la nature parce qu'il aime la montagne. Le problème, en effet, c'est qu'on est complètement déconnecté de la nature maintenant. Et c'est un petit peu dur de dire ça, mais le contact le plus proche que va avoir un citadin avec la nature, c'est peut-être de marcher dans une merde de chien en faisant sa balade le matin. Tu vois, j'ai rencontré des gens, j'ai des amis même, qui sont venus sur des voyages avec nous. Ils n'ont jamais allumé un feu, tu vois, ils n'ont jamais dormi dehors. Donc, évidemment, ils sont déconnectés avec la nature. Et du coup, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Toi, tu vas naviguer sur les océans du globe et tu vas voir le plastique qui flotte dans l'eau. Moi, dans les Açores, là, il y a quelques semaines, on a vu une tortue qui était en train de manger un sac plastique. On a voulu lui enlever, elle était complètement abrutie par ce sac plastique. Tu le vois de tes propres yeux, ça te touche clairement différemment qu'à travers un écran, qu'à travers... Et donc en effet, je pense qu'il faut, et c'est vraiment très important, de reconnecter les gens avec la nature et les jeunes avec la nature. À l'école, quand on était petit, on nous parlait de maths, de grammaire, de poésie, mais on nous a rarement parlé de nature finalement. On t'a jamais appris à faire la différence entre un chêne et un hêtre ou entre un chevreuil et un cerf. Et les gens sont complètement déconnectés. Donc en effet, je pense que c'est une grosse partie du problème. Et quand tu le vois pas, en fait, l'autre jour j'étais sur une plage à Porte-Pim et puis je dis à des amis, vous voyez ici sur la plage il y a quand même pas mal de microplastiques. Ah bon, des microplastiques? Ah, je croyais que c'était du sable quoi. Ah, du sable bleu fluo, rouge, avec écrit Made in China dessus. Non mais les gens se rendent pas compte en fait. Et à partir du moment où tu les sors de leur zone de confort et que tu leur fais découvrir tout ça, tu t'en fais des ambassadeurs. Et donc ça c'est important je pense. En effet, d'essayer de reconnecter avec la nature. Comment est-ce que tu définirais le progrès? Alors le progrès, on allie toujours le progrès et la science ensemble. Et c'est souvent vrai. C'est souvent le progrès, c'est de mieux comprendre, faire évoluer. On a éradiqué des maladies, on a découvert des vaccins fantastiques, on a fait plein de belles choses. Le progrès et les avancées scientifiques nous ont fait découvrir plein de choses, mais on s'est parfois aussi trompé. Mon père, qui est agriculteur, me disait dans les années 80, on nous donnait des produits et on nous disait ça c'est le progrès. Les produits chimiques avaient une connotation hyper positive. Quand on faisait chimique, produits chimiques, c'était génial, c'était le progrès quoi. Mon père il mettait la double dose sur ses champs en se disant comme ça marchera encore mieux. Et puis il voyait des lièvres sortir sans poil du champ, des faisans avec les plumes qui avaient décoloré. Et on a vu la biodiversité s'écraser chez nous dans les plaines, dans le Brabant-Wallon en Belgique où j'habite. Mon père me disait que quand il faisait les récoltes, il comptait 60, 80, une centaine de lièvres qui sortaient du champ. 15, 20 ans plus tard, il n'y a plus rien. Alors, c'est pas seulement dû aux produits chimiques, c'est aussi dû au manque d'habitat, au manque de quiétude pour les animaux et ainsi de suite. Mais, donc parfois on se trompe aussi. On fait des erreurs, il faut du temps pour réadapter. Et donc je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le progrès aujourd'hui, j'aimerais pouvoir l'allier avec la sagesse. Progresser, c'est s'assagir, c'est comprendre qu'en fait, on est tous à bord d'une machine qui s'emballe, qui s'est emballée, et qu'il va falloir calmer le jeu, quoi. Et comprendre tous les enjeux de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est vrai qu'on entend des choses incroyables. Maintenant, on entend que des gars inventent des machines pour réattraper le CO2 dans l'atmosphère et de le restocker dans le sol. On entend des histoires et ça donne espoir. Ça pourrait être
Mais il faut quand même le faire de manière... c'est une vraie responsabilité. On a déjà quand même bien déréglé le truc. Et là, maintenant, il faut quand même un petit peu réfléchir à tout ça. Donc, je pense que ça passerait par la réflexion, par la sagesse, par l'analyse de l'impact à tout niveau. Et encore une fois, c'est très compliqué d'avoir une vision globale de tout ce qu'on met en marche, de tout ce qu'on met en œuvre. Et c'est pour ça que c'est parfois intéressant de prendre un peu d'altitude. Et on refait le lien avec l'espace. Mais même, je veux dire, c'est amusant parce que moi, déjà en parapente, à ma petite échelle, j'ai été invité en Malaisie pour faire des images d'un surfeur. Et je faisais des vols locaux, très sympas et ça. Et puis, quand tu es sur les routes en Malaisie, tu as l'impression que tu es au milieu d'une forêt magnifique, luxuriante. Parce qu'en fait, chaque bordure de route, pendant 80 mètres, c'est de la forêt. Et puis tu décolles avec ton parapente, tu prends 300 mètres d'altitude, et derrière les mini-forêts, qui en fait sont des haies pour cacher la réalité, c'est des plantations intensives de soja ou de colza. Et donc en prenant un peu d'altitude, parfois tu peux te rendre compte de l'impact et de l'impact qu'a la main de l'homme sur l'environnement. Si tu restes au milieu des bois en Amazonie, tu vas difficilement te rendre compte de ce qui vient de brûler là, dans les dernières semaines. Mais si par contre tu le survoles avec un petit avion ou encore mieux, tu regardes les images satellites, tu vas voir directement ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est en fait un peu le même parallélisme que tu faisais très intelligemment avec les gens qui vivent dans les villes et les gens qui vivent dans la nature. C'est un peu ça aussi. C'est prendre de la distance, prendre de l'altitude et réussir à analyser ça, c'est aussi très intéressant, je trouve. Quelle différence tu fais entre le progrès individuel et le progrès collectif? Ça devient technique là. Alors le progrès individuel. Tu veux dire le progrès, l'évolution personnelle, quoi, à titre. Le progrès individuel, je pense que. Ce qui est intéressant en fait, c'est d'être capable de se remettre constamment en question. Donc, tu vois, je crois qu'il y a des gens qui vont très facilement se satisfaire d'une situation. Et on a un petit peu été éduqués pour ça. On nous a éduqués pour étudier, pour trouver un vrai boulot. Moi, mes parents me disaient, est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir vivre de l'air plus tard? Je trouvais la formule assez mignonne. Et finalement, aujourd'hui, j'ai la chance de vivre du parapente. Mais quand même complètement englobé dans ce monde. Hein. Je fais partie de tout le système et je fais certainement aussi partie du problème. Mais néanmoins, je trouve ça. L'idée, personnellement, c'est comme ça que je le vois, c'est de constamment se remettre en question, remettre ses pratiques en question, être capable de se dire un jour. Je me rappelle par exemple, je viens d'une famille de chasseurs. Dans ma famille, mes oncles et tantes, on a tous grandi dans un monde de chasseurs. Et donc quand on était petit, on me disait les écolos, c'est des mauvais, quoi. C'était une image vraiment hyper réductrice de l'écologie. Et certains des chasseurs que je connais sont les gens qui ont vraiment une très belle approche envers l'environnement aussi. Donc il ne faut pas faire de généralité, mais tout ça pour dire qu'en fait, il faut constamment se remettre en question et désapprendre parfois ce qu'on nous a appris. Le bien, le mal, à lui. Et en fait, je pense que d'avoir constamment cette envie d'évoluer dans le bon sens. Et là où ça rejoint le collectif, c'est qu'en fait, on ne le fait pas seulement pour soi, on le fait pour tout le monde, quoi. Et il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et ce que toi, le papier que tu balances dans la mer demain, avec les courants, il va peut-être se retrouver en Chine après-demain et ça sera un problème pour quelqu'un là-bas, quoi. Donc en fait, on est tous interconnectés. Et donc je pense que la réflexion, on doit la pousser pour soi-même, mais aussi à échelle planétaire et à échelle mondiale. Et c'est de se dire quel est l'impact que ça a sur les autres aussi. Quand tu achètes un t-shirt qui a été fabriqué en Chine par des couturières qui sont surexploitées, tu as une vraie responsabilité, quoi. Et en fait, c'est tous les jours de se rendre compte de cette responsabilité qu'on a dans nos gestes quotidiens, dans notre manière de consommer, dans notre manière de se déplacer, dans notre manière de vivre en fait. Et de se dire, ok, comment est-ce que je peux essayer d'adoucir un maximum mon impact, ou en tout cas de le rendre le plus responsable possible, et pour le bien des autres et le bien de la collectivité aussi. Alors je vais avoir une question un peu plus longue, et puis après je laisserai des questions à d'autres personnes. Mais dans ce que j'entends de ton discours, il y a quelque chose de l'ordre dans le progrès de l'amélioration. Puis tout à l'heure, je t'entendais parler hors caméra de décroissance.
parfois qu'on fait mieux avec moins bien, mais que certains auraient besoin de plus pour être mieux. Et d'une certaine manière, est-ce que on pourrait trouver entre la décroissance et la croissance une espèce de croissance sélective? Et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est notre plus bel espoir. C'est notre plus bel espoir serait de trouver une... peut-être pas une... J'appellerais pas ça une croissance sélective. En fait, en effet, je pense que sur papier, la décroissance est la seule solution viable, en tout cas parce qu'on est sur une planète finie qui a des ressources finies et on ne peut pas croître de manière infinie. Donc ça, ouais, c'est mathématique, c'est pas moi qui le dis. Ça va être très compliqué de continuer à puiser dans les réserves et dans les ressources parce que de toute façon, on n'en aura pas pour des centaines d'années. Donc, on peut imaginer essayer de faire durer le truc le plus longtemps possible, mais pour ça, il faut réussir à consommer le moins possible ou à consommer le plus intelligemment possible. Et donc je pense que ça va passer, en tout cas par rapport à maintenant, à une décroissance. Ce qui ne veut pas dire forcément une décroissance de la qualité de vie. Enfin, moi je connais des gens qui vivent simplement, mais qui souffrent pas de psychose, qui font pas de dépression, et qui ont l'air d'être sains, bien dans leur peau, bien dans leur tête, heureux, souriants. On allie trop souvent les deux. On se dit ouais mais la consommation, la croissance et ça, ben, c'est le bonheur. Non, le bonheur c'est justement probablement de réussir à se contenter de peu de choses. Et c'est un truc qu'on apprend en mer, c'est un truc qu'on apprend en montagne, c'est un truc qu'on apprend en parapente. En mer, ben, tu dois faire attention à l'eau que tu consommes. Tu peux pas laisser le robinet tourner. Tu n'as peut-être pas de chauffage, la lumière, tu fais aussi un peu gaffe. Et c'est quand tu rentres à la maison, que tu ouvres un frigo au plein, que tu allumes une lumière facilement, que tu mets un peu de chauffage, tu te rends compte que en fait, tout ce confort, évidemment, c'est assez fantastique quelque part, mais d'un autre côté, c'est pas forcément toujours ultra nécessaire, quoi. Moi, les moments où je me suis senti le plus équilibré, ou en tout cas le plus, je sais pas si je peux dire heureux, mais le mieux dans mes pompes, c'est quand je me fais une traversée de chaîne de montagne avec le moins de trucs possible sur mon dos, quoi. Quand on part traverser une chaîne de montagne en parapente ou à pied, tout ce qu'on prend avec nous, on doit le porter. En fait, le tri, il est très rapidement fait, quoi. On prend rien. Et après 1 mois et demi de traverser une chaîne de montagne, tu te retournes et tu te dis, mais en fait, ce petit sac à dos, là, il m'a fait vivre pendant 1 mois et demi et je me sens bien, j'étais en contact avec la nature tous les jours, j'ai découvert plein de choses sur moi et sur les autres. En fait, je pense que c'était le président de l'Uruguay qui disait ça, je trouvais que c'était vraiment bien formulé. Il disait qu'on n'achète pas les choses avec de l'argent, on les achète avec du temps. Le temps qu'on a mis à gagner l'argent pour s'acheter ces choses. C'est très simple en fait, mais c'est super intéressant de faire ce calcul régulièrement et de te dire, bon ben là je vais me faire un bon resto. Ça coûte combien un bon? Encore qu'un bon resto c'est quand même sympa, mais je vais m'acheter un nouveau vélo. Bon, tu veux t'acheter un nouveau vélo, ok très bien. Il coûte combien? On va mettre un certain prix. Si tu traduis ça en heures de travail pour mettre cet argent de côté et que tu te dis en fait est-ce qu'il vaut mieux un nouveau vélo ou est-ce qu'il vaut mieux aller passer 36 heures avec ma famille ou avec mes meilleurs amis. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans cette approche et cette analyse, c'est que, en effet, l'argent ne fait pas le bonheur, on le sait depuis longtemps, mais il y a peu de gens qui l'ont vraiment compris. Et on n'a pas forcément besoin de consommer, d'acheter, d'essayer d'être constamment dans la croissance ou d'emmagasiner des richesses pour être heureux et être bien, quoi. Et je pense que quand les gens comprennent ça, ils changent de manière de consommer. Moi, j'ai vraiment appris avec mes expés à travers le monde en essayant de partir. Je dis toujours light is right parce que quand je voyage, je dois porter mes trucs sur mon dos. Quand je fais une traversée de chaîne de montagne en parapente ou à pied, tout ce qui est dans mon sac, je le porte, quoi. Donc j'essaie de partir vraiment léger. Et je me rends compte qu'en fait, moins de matériel, c'est moins de problèmes, c'est plus de temps, c'est plus de simplicité, c'est plus de beaux moments. Et en fait, je pense que la bonne nouvelle, c'est que si on réussit à se mettre un peu plus dans la modération que dans la croissance, on n'en sera pas moins heureux. Faire des choix plus intelligents lorsqu'on consomme, de seulement acheter ce dont on a vraiment besoin et du durable. Ça peut être des trucs qui tiennent le coup, qui tiennent longtemps, de poser une réflexion là-dessus, sur chaque petit achat, sur chaque truc. Et puis en fait, focaliser plutôt sur ce qui est bon, quoi. C'est-à-dire sortir dehors, passer du temps avec les amis, passer du temps dans la nature, développer d'autres choses. Donc je pense qu'en effet, on peut tous certainement diviser par 3 la liste de nos avoirs et simplifier.
Et ça fait beaucoup de bien, ça vide la tête et en fait on n'en est pas moins heureux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que la décroissance est compatible avec l'exploration des nouvelles frontières de l'espace? Je pense qu'il faut penser il faut penser global. Et donc globalement c'est très intéressant de faire de la décroissance. Mais il y a je pense certains aspects ou certains points ou certains domaines sur lesquels justement il ne faut pas faire d'économie, et notamment l'exploration, la recherche. Là je crois qu'il faut mettre les bouchées doubles. Il faut qu'on comprenne les problèmes auxquels on fait face, il faut qu'on essaye de trouver des solutions. Et donc là il va falloir mettre un peu plus d'énergie. Donc il faut peut-être en mettre moins d'un côté dans les futilités et plus dans les choses qui sont maintenant importantes et primordiales, je pense. Et je crois que l'exploration, comme le disait très bien Jean-Jacques, c'est aussi la connaissance. En tout cas, ça donne accès à la connaissance et on a besoin de connaissances maintenant. On a besoin de connaissances pour évoluer et pour continuer à progresser et pour trouver des solutions des gros problèmes actuels. Donc moi, je continuerai à explorer, je pense.